Donc bonjour à tous et à toutes. Ça va, vous m'entendez? J'ai pas besoin de celui-là, j'ai celui-là? Non, j'ai besoin de tout, ok. L'essentiel c'est que vous m'entendiez. Donc je suis Isabelle Collet, je suis maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Genève. À l'Université de Genève, je forme tous les enseignants et enseignantes du primaire et du secondaire à la question du genre en éducation de manière obligatoire et évaluée en formation initiale. Voilà. Voilà. Et je vais vous parler, je vais surfer sur une des interventions que je fais pour les enseignants et enseignantes du secondaire, où je leur fais un atelier d'1h30 spécifiquement sur la violence de genre. Et alors à Genève, alors je ne sais pas quelle représentation vous pouvez avoir de Genève, mais Genève est une ville où il y a beaucoup de migrations, c'est pas les mêmes migrations qu'ici, mais il y a beaucoup de migrations. Mais il y a aussi des quartiers avec des quartiers ultra privilégiés et des banlieues qui n'ont pas grand-chose à envier avec les banlieues cosmopolites des métropoles. Mais évidemment, selon que les enseignants en formation soient en poste, soit en stage dans l'un ou l'autre établissement, et selon qu'eux-mêmes aient été élèves dans l'un ou l'autre établissement, j'avais des enseignants et des enseignantes qui me disaient « Non mais à Genève, non mais il n'y a pas de violence dans les établissements. Bon, parfois des taquineries, tout au plus. » Ça me rappelle un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le harcèlement, chez moi il n'y en a pas. Donc il a fallu que je rende les choses un petit peu plus concrètes, et en particulier si je leur amenais des études ou des faits divers qui se passaient en banlieue parisienne, en banlieue lyonnaise, enfin tous ces endroits qui leur semblent être la porte de l'enfer sur terre, ça prenait pas. Donc je viens avec un fait divers qui s'est passé dans un petit établissement scolaire du secondaire, un petit collège de l'Ain. Alors l'Ain, c'est frontalier avec Genève, ils ont l'impression de connaître. C'est un établissement qui est à la campagne, 400 élèves, donc c'est quand même un petit collège. Et le 8 mars 2012, pour la journée internationale de lutte des femmes, une trentaine de jeunes filles de classe de 4e et 3e, ce jour-là, sont venues en jupe. À l'arrivée dans l'établissement, un groupe de garçons les ont accueillis au cri de « Journée de la jupe, journée de la pute ». Les filles ne se sont pas laissées faire, ces filles en jupe, qui étaient toutes ensemble, elles ont répliqué. Rapidement, le ton est monté et on s'est mis à avoir un groupe en train de s'invectiver à l'entrée de l'établissement. Sur ces entrefaites, un membre de l'équipe de direction, alors c'est pas le principal parce qu'il en parlera dans la presse en disant un membre de mon équipe, on ne connaît pas le sexe du membre de l'équipe de direction, mais à mon avis c'est pas très important. Bref, un membre de l'équipe de direction arrive et, voyant la situation, renvoie les filles chez elles en leur demandant de se changer. Je ne mettrai pas ma main à couper, mais bon. Sauf que les filles sont certaines de leur bon droit, et pour cause. Donc elles ne lâchent pas l'affaire, et elles refusent. Et donc ça polémique pendant encore 1 heure, et puis au bout d'1 heure, finalement, elles ont gain de cause, elles retournent en classe. Et puis c'est tout. Alors c'est pas tout à fait tout, parce que ces filles font aussitôt dans la journée une pétition, soutenue par des profs et soutenue par des parents. Le jour même, c'est dans la presse locale, le lendemain dans la presse nationale, donc le cauchemar de tout chef d'établissement est en train de se réaliser. Donc voilà en gros le résumé. Mais globalement, dans ce résumé, les grands absents, c'est les garçons. C'est-à-dire que les filles viennent en jupe, les filles sont insultées, les filles sont envoyées chez elles pour se changer, les filles parlent dans la presse, les filles font une pétition, et les garçons, on ne sait pas. C'est comme s'il ne se passait rien au niveau des garçons. Alors certes, dans la presse fort embarrassée, le principal dit que bien sûr, on va en reparler tous ensemble, on va l'introduire dans une politique plus large sur le harcèlement et la discrimination. Quand même, à l'arrivée, les choses s'arrêtent un peu là. Alors je soumets ce fait divers à mes enseignants et mes enseignantes, et je leur dis, bon, on va imaginer que dans cette affaire, tout le monde sait ce qu'il fait au moment où il ou elle le fait. Peut-être que les personnes sont plus ou moins bien inspirées, mais qu'au moment où les gens prennent la décision de faire ce qu'ils ou elles font, c'est en conscience, et donc, quelle est la motivation? Et donc, on reprend l'affaire dans l'ordre,
et je leur demande pourquoi les filles sont venues en jupe, pourquoi les garçons ont insulté, et pourquoi ce membre de l'équipe de direction les ont renvoyés chez elles pour se changer. Et à la fin, je leur demande évidemment, et vous auriez fait quoi? Alors, à la question, pourquoi les filles sont venues en jupe, il y a un débat en général qui s'installe parmi les enseignants. Certains tombent des nues et n'imaginent pas que ça puisse être compliqué quand on est au collège de venir en jupe. Et je leur demande, mais voyez-vous dans les collèges des filles en jupe? Alors, parfois j'ai une réponse du genre non parce que c'est pas la mode. Et là, le fait d'en discuter en groupe d'enseignants fait qu'on a aussi d'autres idées qui ressortent. Et quand même, à l'arrivée, on arrive avec le fait que aujourd'hui, une fille en jupe au collège, c'est pas anodin. Ça ne veut pas dire qu'instantanément, elle se fera insulter par tous les garçons. Mais ça veut dire que si un seul garçon, dans sa journée, la traite de pute, ça vous gâche votre journée en jupe et vous hésitez à 2 fois avant de recommencer. C'est pas forcément massif, mais c'est quand même extrêmement désagréable, surtout qu'en général, il le fait dans une indifférence qui vaut pour approbation, et puis l'affaire se passe. Donc, le 8 mars, alors, elles savent que c'est la journée des femmes, de la femme. On ne peut pas parier sur leur taux de conscientisation tout à fait, mais enfin elles savent que c'est une journée pour elles, et que si elles ont quelque chose à revendiquer de l'ordre de ce qu'elles estiment être la féminité, ben c'est le bonjour. Et donc, quand elles viennent à 30 en jupe le 8 mars, c'est pas anodin. Elles sont en train de dire quelque chose. Et globalement, elles sont en train de dire que d'ordinaire, c'est pas si simple. Et les garçons captent tout de suite le message. Alors là, pour le coup, c'est instantanément clair. Ils voient des filles arriver en jupe, ils prennent ça comme une démonstration de force, dont ils sont de fait exclus, parce qu'ils ne peuvent pas venir en jupe. On est en train de leur voler, encore que, je suis d'accord, hein, ce serait d'ailleurs plutôt intéressant, la fois où ça a été fait, c'était plutôt intéressant, mais bon. Donc ils se sentent exclus. Par ailleurs, on leur vole une certaine vedette, parce que soudain, sur le premier plan, ce sont des filles, et donc ils trouvent un truc rigolo à dire, journée de la jupe, journée de la pute, ça rime un peu, c'est sympa, on a dit un mot grossier, on a parlé de sexe, on s'est montré puissant face au groupe de filles qui font une démonstration, bref, ça a l'air cool. Si on s'imagine comment les choses se mettent en place, faut être lucide. C'est pas la totalité des garçons vent debout en train d'insulter les filles. C'est 2, 3, 4, 5, peut-être une dizaine, à peu près le double en train de rigoler, et puis le reste en train de regarder pour voir comment ça va se négocier. Globalement, c'est en général comme ça que la situation se pose. Là, ce qui change, parce que l'événement en soi, le problème, c'est pas la jupe, évidemment, c'est légal de porter une jupe au collège. Le problème, bien sûr, c'est l'insulte, mais c'est pas ça l'événement. Il faut quand même être très très naïf pour estimer que pute soit un événement dans un collège. Non, l'événement, c'est que les filles répliquent. C'est ça qui fait qu'il va se passer quelque chose. C'est qu'elles sont en groupe, elles se sentent fortes parce qu'elles sont ensemble, elles sont coordonnées, et pour une fois, elles répliquent. Et les garçons, alors on aurait pu, dans un monde de rêve, se dire « Ah, excusez-nous, on n'a pas été très malin, vous êtes très jolis en jupe. » Bon. Ça, en général, mes enseignants et enseignantes conviennent assez vite que ça ne se produit pas. Parce que même si éventuellement ça traverse l'esprit de certains garçons, c'est pas ça qui se passe. C'est qu'ils renchérissent. Plutôt mourir que de céder devant ce groupe de filles. Donc on enquille, et puis on obtient devant cet établissement, cet esclandre, qui prend des proportions que probablement l'équipe de direction n'aurait jamais imaginé qu'on puisse en arriver là. Et donc, sur ces entrefaites, arrive un membre de l'équipe de direction. Donc, on est en pleine campagne, un petit établissement scolaire, 400 élèves, vous avez un attroupement dans l'entrée de l'établissement qui sont en train de s'invectiver en se traitant de pute et de je sais pas quoi sur des questions de jupe. Et là, on pense à la journée de la jupe, par exemple, ce film, mais qui se passe en banlieue de métropole, urbaine, de quartiers déclassés, etc. Pas dans un petit établissement de campagne. Normalement, quand on voit ce genre de film à la télé et qu'on est principal de ce genre d'établissement, on se dit « Ah là là, ouf, heureusement que c'est pas chez moi !» Sauf que si. Là, les cauchemars, ils sont en train de s'incarner dans cet établissement scolaire. Je pense que cette personne a paniqué. Alors, on peut paniquer de façon plus ou moins bien inspirée. Là, pour le coup, mauvaise pioche. Ça, on est bien d'accord. Mais d'abord, cette personne a paniqué parce que cette personne n'aurait jamais cru que ça pourrait arriver chez elle. Or, ça se produit. Alors là, pourquoi cette personne prend cette décision? Globalement, les idées que me fournissent mes étudiants et mes étudiantes, la première, c'est on est devant un groupe, c'est pas facile d'identifier les garçons qui insultent, il y a peu de chances qu'ils se dénoncent spontanément,
ou ceux qui ont commencé. Par contre, localiser les filles en jupe, ouais, elles sont en jupe, donc c'est facile. Et dans un raisonnement un peu rapide, pas de jupe, pas de problème, une jupe, un problème, plus de jupe, plus de problème, on vire la jupe. D'autant plus qu'on peut supposer que les filles, plus dociles d'ordinaire, vont obtempérer. Sauf que là, non. Là, non, parce que, elles savent qu'elles sont dans leur bon droit. Et vous savez qu'avec les gamins, la justice, c'est pas un truc avec lequel on rigole. Alors parfois, leur notion de la justice est un peu spéciale. Hein. Ils disent que ce qui est juste, quand ils disent que c'est pas juste, des fois ça veut dire ça m'arrange pas. Bon. Néanmoins, là, pour le coup, elles ont raison. Le problème, c'est pas la jupe, c'est l'insulte. Et elles le savent très bien. Donc, elles lâchent pas l'affaire. Donc, pensant résoudre le problème en supprimant la cause du problème, c'est pas une mauvaise idée, sauf que la cause, c'était pas la jupe, c'était l'insulte. Le fond de l'affaire, une fois qu'on a déroulé tout ça, c'est que, comme je vous disais, ce membre de l'équipe de direction a probablement paniqué parce qu'il n'aurait jamais cru que porter une jupe dans son établissement aujourd'hui pour une fille poserait problème. Devant le fait accompli, il ne sait pas quoi faire, et par contre, il a en tête des tas de situations vraiment très angoissantes dont il a pu entendre parler à la télé et dans la presse, qui pensaient que ça n'arriverait jamais chez lui. L'idée, c'est, pour ne pas se retrouver dans ce genre de situation, c'est par exemple pour que les filles ne soient pas obligées de faire ce coup de force, ou pour ne pas se retrouver démunies et ne pas se retrouver en panique devant ce genre de situation, la bonne idée, c'est de se dire, si ça se trouve, il y a une violence de genre dans mon établissement, forcément, elle est dans la société, il n'y a pas de raison que mon établissement soit préservé. Par contre, je pourrais en prendre conscience tout de suite et je pourrais agir tout de suite avant qu'on en arrive là. Alors, la violence de genre, elle prend toutes sortes de formes. Dans les versions les plus extrêmes, c'est viol et agression sexuelle, mais elle prend toute forme de sens, elle a toutes sortes de formes. Le harcèlement peut être un harcèlement sur la base de la violence de genre, et elle n'est pas forcément très simple à identifier. Alors, je vais vous parler d'une étude que j'ai menée en région parisienne, dans ces fameux établissements de quartiers de relégation, etc., en ZEP, mais qui va nous permettre de comprendre un certain nombre de fonctionnements, et puis je vais zapper avec des recherches qui ont été faites dans d'autres endroits. Donc on est allé dans un établissement, dans un collège de ZEP, et on voulait savoir ce que c'était que la violence sexiste au collège, et on voulait en plus savoir si les élèves de ce collège avaient conscience que la violence sexiste pouvait exister et quel sens ils mettaient derrière ce mot. Parce que notre problème était de la reconnaître, de la qualifier. Alors à notre grande surprise, le mot ils ont tout de suite compris. Ils ont demandé aucune explication et ils nous ont fait des descriptions assez détaillées. Donc voilà les éléments qu'ils ont cités dans le cas de la violence sexiste au collège, pas dans la société en général, on est bien au collège. Et ensuite ils les ont associés à les cibles ne sont pas les mêmes. Donc dans la première rubrique, violence sexuelle, viol, agression, attouchement, moquerie, insulte, coup, mise à l'écart, les auteurs sont des garçons, selon eux. Et dans la deuxième rubrique, mise à l'écart, faire courir des rumeurs, les auteurs, selon eux, sont les filles. Ce qui est tout à fait remarquable, c'est que les filles ne se sont pas elles-mêmes décrites comme auteurs de violence. C'est les garçons qui les ont décrites comme telles. Et les filles dans cet établissement n'ont vu que les garçons harcelant des filles. Et par exemple, et vous verrez pourquoi tout à l'heure, faire courir des rumeurs et mettre à l'écart, elles ne l'ont pas rangé dans la rubrique violence. Alors qu'objectivement, oui, bien sûr, c'est une violence. De même, elles n'ont pas imaginé que des filles pouvaient agresser des garçons. Alors que la première violence sexiste que les garçons ont annoncée, c'est des garçons envers d'autres garçons en les traitant de pédés. Et la deuxième a été des garçons envers des filles. C'est assez logique, ils ont cité ce qui les touchait le plus directement. Alors, c'est là que je fais un petit tour vers la recherche, vers une autre étude qui a été faite en Rhône-Alpes, autour de Lyon, où des personnels de l'éducation ont été interviewés, en collège et en lycée, donc toutes sortes de personnels d'éducation, et ils notent un sentiment de fatigue, voire d'usure, face à des conduites petites mais constantes, c'est qu'on a ce qu'on appelle, ce que De Barbieux appelle les micro-violences. Parmi ces micro-violences, beaucoup un langage ordurier et sexualisé. Et l'autre élément, c'est que ces personnels
ne savaient pas quoi faire avec. C'est-à-dire qu'ils notaient leur existence, ils estimaient que c'était pas normal, ils disaient que c'était continu, que ça les usait, mais ils ne disaient pas ce qu'ils faisaient. Et de fait, ils se sentaient impuissants. Et Sylvie Hérald, qui a travaillé sur la sanction, et en particulier la sanction portée sur les garçons, dans tous les établissements dans lesquels elle est allée, et il y en a de toutes sortes, de tout type, que globalement, pour ces insultes tout venant sexualisantes, pute, pédé et compagnie, aucune sanction n'a jamais été donnée pour punir ce genre de comportement, y compris main aux fesses et compagnie, que ce soit pour l'institution, pour les élèves concernés, ou pour les garçons agresseurs, il semble qu'il n'y ait pas vraiment de quoi en faire un drame. Or si, c'est-à-dire les personnels des établissements sont très clairs sur le fait que ça ne devrait pas exister, c'est usant, et en même temps la prise en charge n'est pas simple. Alors, une des raisons pour laquelle la prise en charge n'est pas simple, c'est parce que parfois on a du mal à qualifier, est-ce que ce que je suis en train de voir, c'est de la violence, ou c'est du chahut bon enfant. Des fois ça saute aux yeux, mais des fois non. En particulier, ce que je vivais à mon époque quand j'étais dans un établissement n'est pas ce qu'on vit aujourd'hui dans les établissements. Peut-être que des choses que je suis en train de voir et que je jugerais violents, en fait, ne le sont pas tant de ça. Et que peut-être le langage évolue et qu'il y a des éléments que je suis en train de voir qui appartiennent à la culture jeune et à l'identité des adolescents et adolescentes d'aujourd'hui. Mais en même temps, c'est facile. C'est-à-dire, sous prétexte de culture jeune, on dit « Ah, mais non, mais ça, non, mais en fait, il chahute. C'est pas grave. » D'autant plus qu'en général, les belligérants vous disent « C'est pas grave. » Les filles et les garçons vous disent « On s'amuse » ou « C'est notre vie privée. » Et alors, vous avez du mal à savoir « Est-ce que je m'en mêle ?» Et à ce moment-là, je passe pour un horrible ou une horrible censeur coincé. Mais à la limite, c'est pas grave si j'interviens à bon escient ou est-ce que je suis vraiment à côté de la plaque. Donc c'est pour ça que c'est pas si simple. Alors par exemple, parlons des insultes. Il y a des insultes qui sont désémantisées, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus le sens qu'elles avaient à l'origine. Alors je vais dire des tas de gros mots, donc je vous préviens tout de suite, on y va. Hop, que si je veux illustrer, il faut que ce soit un peu concrète. Par exemple, con est désémantisé. À l'origine, con représentait le vagin des femmes, maintenant quand on se traite de con, on n'y pense plus. Ça reste une insulte, mais c'est désémantisé. Il y a des termes qui, c'est quasiment de la ponctuation. Ouais putain, qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Ça veut pas dire putain, c'est de la ponctuation. C'est désémantisé. Par contre, t'as vu comment elle s'habille cette pute? C'est pas désémantisé du tout. Mais par contre, alors je vous en ai mis un peu une collection, Par contre, t'as vu la note qu'elle a eue cette pute? Ça veut pas dire pute, c'est pas poli. Ça reste vulgaire, ça on est complètement d'accord. Mais ça veut pas dire pute. Alors que là, oui. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis alors des fois c'est encore plus compliqué. Dans l'établissement scolaire dont je vais vous parler, les garçons me disaient il y a des filles bizarres. Bon, dont acte. Et puis c'est revenu. Et c'est revenu avec une telle insistance que je me dis il y a un truc qui doit m'échapper mais je vois pas quoi. Et puis à un moment il y a un des garçons qui me dit des fois on regarde des films bizarres. Aïe. J'avais compris. Des films bizarres c'est des films porno, des filles bizarres c'est des filles qui sont comme dans les pornos. Dans cet établissement scolaire, il y a des cultures d'établissement. Traiter une fille de bizarre ou dire cette fille, elle est bizarre, c'est 12 fois plus injurieux que de la traiter de pute. Maintenant, vous mettez un prof qui entend ça. C'est compliqué à qualifier. C'est quoi le problème? Puis en plus, vous pouvez compter sur les élèves pour être de mauvaise foi. Ouais, monsieur, mais j'ai rien dit, mais bizarre, c'est un mot qui est dans le dictionnaire, je vois pas le problème. Un bon indicateur, c'est voir comment la personne en face réagit. Sur les filles qui faisaient traiter de bizarre, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles sautaient en l'air. Il ne faut pas penser qu'elles sont un tout petit peu susceptibles. Non, c'est que là, il y a un truc. Je veux dire, si elles sautent en l'air, c'est qu'il y a un truc. Que vous comprenez pas, ça, ok, et on ne peut pas vous le reprocher, on est sur des codes que vous n'avez pas, mais c'est quand même, il y a un truc. Un autre exemple, un dialogue qui était entre une enseignante, là c'est l'exemple inverse pour le coup, en EPS, et une fille qui ne voulait absolument pas faire l'exercice de PS qui était demandé et qui en plus avait très clairement décidé que les femmes enseignantes n'avaient rien à lui dire parce que finalement c'est des femmes comme elle et qu'elles n'avaient rien à lui imposer. Donc l'enseignante veut que la fille fasse l'exercice et la fille elle fait « ouais putain qu'est-ce qu'elle me veut ?» L'enseignante le prend comme une attaque directe et lui impose de nouveau de faire l'exercice. Et la gamine réplique « ouais putain elle en a toujours après moi ». Et ça va durer 4 fois. C'est-à-dire, les 4 fois, la fille va dire putain, les 4 fois, l'enseignante veut dire parle-moi correctement, mais la fille ne se rend pas compte.
c'est de la ponctuation pour elle. Alors, elle voit bien qu'elle ne fait pas l'exercice et que l'enseignante n'est pas d'accord avec ça, mais elle ne comprend pas ce qu'elle dit. Et la 5e fois, au moment où elle va encore dire putain, elle s'arrête net, et elle ne le dit pas. Mais entre-temps, les deux parties se sont bien chauffées. C'est-à-dire que l'enseignante est convaincue qu'elle l'a fait exprès, et la gamine est convaincue que l'enseignante la cherche exprès. Alors, revenons à cet établissement scolaire de banlieue parisienne, en ZEP, où je demande aux élèves quels sont les groupes cibles du harcèlement qu'ils ont si bien su me décrire tout à l'heure. Première catégorie, les filles qui aiment ça. À quoi on les reconnaît? C'est les filles qui s'habillent mal, qui fument, qui boivent, qui nous provoquent, qui aiment faire l'amour, qui veulent sortir avec tous les mecs, qui se dandinent devant nous, qui disent des trucs tout le temps que c'est même pas vrai, qui font des trucs, qui se font remarquer, qui squattent trop. C'est quand même super détaillé, hein? C'est-à-dire que globalement, pour y échapper, à part être totalement invisible, je vois pas. Les filles font la même description que les garçons, par ailleurs. Bon, qui se dandinent devant nous, c'est des garçons qui disent ça, mais les filles sont absolument d'accord avec cette description. C'est-à-dire que globalement, dès qu'on vous remarque, vous êtes possiblement une fille qui va choper une réputation et qui est une fille qui aime ça. Et l'autre groupe cible, c'est les PD. Alors, c'est quoi un PD? C'est pas ce que vous croyez. C'est ceux qui mettent pas la main aux fesses des filles, c'est ceux qui se laissent pas entraîner, c'est les bolos, et c'est ceux qui portent des slims. Alors, autant sur le début, j'avais compris, autant sur la fin, j'étais un peu surprise, et ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Là, on n'est pas très loin de Neuilly, mais on n'est pas à Neuilly. À Neuilly, à cette époque-là, tous ces gosses de riches, tous ces garçons, portaient des jeans étroits. Dans cet établissement ZEP, qui est peut-être à 4 ou 5 km, non, j'exagère, à 10 km de là, les gosses de riches sont ceux qui portent des pantalons moulants, et les gosses de riches sont moins virils que moi. Je peux les traiter de PD. Donc en fait, c'est une insulte de classe et une insulte homophobe. C'est une façon de dire, ok, ils sont riches, ok, la société les a classés bien avant moi, d'accord, ils vont probablement tirer mieux leur épingle du jeu que moi, mais il y a un truc qu'ils m'enlèveront pas, c'est que je suis plus viril qu'eux. Donc voilà, les PD, c'est ceux aussi, ceux qui portent des slims. Et ce qui est remarquable, c'est que pour ces deux groupes, l'agression est perçue comme normale, voire méritée. Elles ont qu'à pas et ils ont qu'à pas. Alors les filles, allons discuter un peu avec les filles pour savoir comment elles se conforment ou comment elles acceptent cette règle du jeu. Certaines filles se posent en gardiennes du genre. Alors ça veut dire quoi? Premièrement, elles minimisent le comportement des garçons en les déclarant immatures. Et en miroir, ça leur permet de se valoriser en se montrant mûrs et responsables. Ils mettent la main aux fesses des filles, mais ils ne se rendent pas compte. Alors c'est grave, elles sont d'accord, hein. Mettre la main aux fesses, c'est très grave, on ne touche pas. Mais quand ils le font, c'est pas grave parce qu'en fait, ils ne se rendent pas compte. S'ils se rendaient compte, ce serait très grave, mais comme ils ne se rendent pas compte, ça l'est pas. Donc on n'est pas des vraies victimes, vu que ce n'est pas des vrais agresseurs, vu qu'ils ne se rendent pas compte. Par ailleurs, l'acte est performatif. Si on vous met la main aux fesses de manière répétée, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est probablement que vous aimez ça. Parce que comme vous dites que vous aimez pas, au bout d'un moment, ils auraient compris, mais ils continuent. Donc ils doivent savoir des trucs sur vous. Donc c'est que vous aimez ça. Donc on ne peut pas dire... Donc les deux solutions pour que cet acte ne vous transforme pas en pute, c'est soit de dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, donc je n'en suis pas une parce qu'ils ne se rendent pas compte, soit de dire que ça n'arrive pas, comme ça je n'en suis pas une. Il n'y a pas d'agresseur, il n'y a pas d'agressé, c'est parfait. Ou alors, s'il y a des témoins, là on n'a pas le choix, là on proteste très violemment pour sauver la face, mais au fond, c'est pas l'acte qui est grave, c'est le fait qu'on l'ait vu. Par ailleurs, il faut sauver sa réputation. Et voilà pourquoi les filles n'estiment pas que les rumeurs et la mise à l'écart, c'est de la violence. Parce que c'est de l'info, c'est du facteur de protection. Les garçons vont très bien m'expliquer. Les filles, ça se laisse entraîner. 1. 2. Les filles qui ont une réputation, c'est pour toujours. Une fille qui est salie, elle est salie pour toujours. Donc si une fille fréquente une fille qui a une réputation, forcément elle se laisse entraîner. Donc les filles colportent des infos à toute allure pour essayer de savoir tout le temps où en est le jeu des réputations, qui on peut fréquenter, qui on peut pas. C'est pas de la violence, c'est de la sauvegarde. Sauf que c'est de la violence, évidemment, parce qu'elles montent dans ce bateau. Alors je demande quand même aux garçons, mais vous laissez pas entraîner? Ah si, ils me disent. Plus d'ailleurs parce qu'on est encore plus cons. Et alors? Mais nous c'est pas grave, parce que nous on contrôle et on peut faire marche arrière. Alors que les filles elles peuvent pas.
Quand bien même elles voudraient, elles ne peuvent plus. Par ailleurs, partager avec les garçons tels que dominés leur donne l'impression d'être dans le groupe de dominants. C'est-à-dire, si je ne suis pas cible, et si je trouve des boucs émissaires, des cibles, des personnes harcelées, des filles à réputation, des filles qui aiment ça, qui foncièrement le méritent, hein, comme on l'a vu, eh ben, ça détourne l'attention de moi. En dénonçant des filles de mauvaise réputation, je garantis ma bonne réputation. Et donc, sans en avoir complètement conscience, elles sont en train de scier la branche sur laquelle elles sont assises simultanément. Voilà pourquoi je dis c'est les gardiennes du genre. Et les garçons. Alors, les garçons, certains garçons sont dans une mise en scène permanente de leur virilité. Faut pas se faire traiter de PD. Il n'y a rien de plus affreux. Donc, d'une part, on traite de PD les garçons de milieux plus aisés et parfois aussi en position scolaire haute, et souvent, il se trouve que ça va ensemble, pour se réapproprier une certaine estime de soi par la virilité. Et mépriser les filles, les insulter et faire des attouchements, les filles sont que le support. Ça permet de s'apprécier entre hommes. C'est-à-dire, on parlait d'empathie tout à l'heure, les filles sont un groupe autre. Alors par moment, effectivement, quand il s'agit de parler de séduction, c'est un groupe autre, attirant, dangereux, qui inquiète, vers lequel on a envie d'aller, etc. Mais sinon, pour s'apprécier entre hommes, une très bonne solution est minimalement d'agresser, de harceler ou d'insulter les filles qui ne servent que de support de leur démonstration virile. C'est pas des vrais individus, si vous voulez. C'est le support de ma virilité. Et par ailleurs, alors sur l'immaturité, ils en font des caisses. Ouais, quand j'étais en 5e, j'ai racheté les t-shirts des filles, mais je savais pas ce que je faisais, j'étais un gamin. Ou bien, des fois je passe dans le couloir, ma main elle part comme ça, mais je fais pas exprès. Puis d'ailleurs, on m'a pas puni parce qu'on sait bien que j'ai pas fait exprès. Et les filles disent, ouais, mais s'ils font pas exprès, je vais pas l'accuser, c'est pas sa faute. Et comme ça, on peut tourner en rond un certain temps. Alors, non, je dis ça parce que c'est le truc, c'est l'argument ultra récurrent. Les filles sont mûres plus tôt que les garçons. La puberté arrive plus tôt chez les filles que les garçons. Et je me souviens même d'un... Est-ce que je dénonce ? Un essayiste polémique qui aime beaucoup défendre les garçons qui échouent à l'école me faire « Mais oui, on voit bien à cet âge-là, les filles, c'est déjà... » Oui, je vois bien, oui. J'ai complètement compris ce que vous vouliez dire. Alors, je suis allée voir quand même, bon sang, est-ce que biologiquement, il y a... Alors, j'ai pris les chiffres de l'INSERM, j'ai pris les chiffres de l'Europe, j'ai pris les chiffres des États-Unis. La puberté arrive au même âge. La puberté, la capacité à se reproduire, arrive au même âge chez les garçons et les filles. Alors, pourquoi a-t-on l'impression que ce n'est pas le cas ? Premièrement, la puberté, elle n'est pas fair-play. Chez les filles, ce qui pousse en premier, c'est la poitrine. Pour les garçons, les signes visibles de la puberté, ils arrivent plutôt en dernier. C'est les poils aux pattes ou sous le menton et la mue de la voix. Biologiquement, le processus démarre en même temps, mais c'est pas visible. Donc pour les garçons, à part lever de la fonte, ils n'ont pas tellement de solutions. Deuxièmement, si les filles veulent avoir l'air plus mûres qu'elles ne sont, c'est pas dur. La panoplie est en vente partout. Soutien-gorge de taille de plus, maquillage, pantalon moulant, etc., etc. Avec en plus un bombardement marketing qui les incite à avoir l'air sexy mais pas pute. C'est pas simple de trouver. Et selon les endroits, les codes, le curseur n'est pas au même niveau. Et selon votre classe sociale, le curseur n'est pas au même niveau. J'ai un collègue qui a travaillé dans un établissement scolaire qui montrait que les filles de milieux socio-professionnels élevés pouvaient se balader en mini-jupe sans que personne, ni le personnel de direction, ni les surveillants, ni les élèves ne fassent des remarques sur leur moralité. Alors que quand vous êtes de milieu socio-professionnel plus dévalorisé, curieusement, la taille de la jupe est un indicateur de votre moralité. Donc, effectivement, les filles ont l'air plus mûres que les garçons, mais parce qu'on est dans un mouvement social qui incite les filles à avoir l'air d'être, éventuellement des 6 ans, des friandises sexuelles. Et puis, pour les garçons, ils se débrouillent avec leur biologie, avec des haltères et en faisant du sport, quoi. C'est moins simple. Alors effectivement, face à ces filles qui ont l'air déjà tellement sexy, effectivement, ils peuvent se sentir un petit peu en retrait. Par contre, l'immaturité, qu'est-ce que les profs disent quand ils parlent d'immaturité ? Je me suis longtemps demandé, mais ils veulent dire quoi ? En fait, ça parle d'un égocentrisme affectif et psychologique. C'est un refus d'empathie, refus de se plier aux règles, parce que refus d'admettre que si je limite en gros
mes libertés, ma façon de faire, le groupe va s'en porter mieux. Mais le groupe, ça m'intéresse pas. On est dans cet égocentrisme, moi d'abord, moi devant, reconnais-moi, regarde-moi. Et surtout si par ailleurs on estime qu'on a un certain déficit de reconnaissance dans sa famille, en termes de niveau scolaire, dans la société, etc. Et donc on ne se plie pas aux règles de l'école et les filles font des très bons supports pour se revaloriser. Alors, bien sûr, je dis bien certaines filles et certains garçons. Parce que ce code moral, ces filles gardiennes du genre, elles sont vraiment d'accord. Elles le disent, mais elles sont vraiment d'accord. Je vous raconte une anecdote pendant les interviews. Les filles m'expliquent, impossible de sortir avec quelqu'un du collège, c'est pas possible. Ok. Et je dis, et si on tombe amoureuse? Et là, il y avait 5 filles autour de moi, il y a un moment de blanc. Elles répondent pas. Elles se regardent, et en fait elles sont en train d'évaluer qu'est-ce qu'on peut dire sans passer pour une fille qui aime ça. Et finalement, il y en a une qui dit ah, non, vaut mieux rester avec sa famille, non, faut pas. Et puis alors là, tout le monde approuve, non, faut pas. Individuellement, je suis sûre qu'aucune ne pensait pas. Mais on ne pouvait pas se permettre de dire ça devant moi. Elles ne se connaissaient pas entre elles, les filles. Si jamais je dis qu'est-ce que tu apprends, on va dire, sur ma réputation. Donc en fait, tout le monde se rabat sur quelque chose qu'on ne pense pas, auquel on ne croit pas, mais on ne peut pas dire autre chose dans l'espace public. Et les garçons? Est-ce que ces garçons provocateurs et bruyants ont vraiment la vie pour tous? Les garçons qui ont insulté la belle journée de la pute, journée de la jupe, journée de la pute, ils sont minoritaires. Quand le membre de l'équipe de direction voit les filles changer, qu'est-ce qu'il fait? Il valide leur action. Il dit en gros, les garçons, ma foi, faut que je n'este pas s'ils sont comme ça. Les Anglais ils disent boys will be boys, il faut bien que les garçons soient des garçons. Ils insultent les filles, c'est pas bien, mais on n'y peut rien. C'est aux filles de faire attention. Donc en renvoyant les filles, il est puni 2 fois. Elles sont fait insulter, dont on leur dit que c'est de leur faute, elles auraient pu être prudentes. Et ça confirme aux garçons que l'attitude attendue, certes pas valorisée, mais attendue et jugée normale pour un garçon à cet âge-là, c'est d'insulter les filles. C'est dommage, mais que voulez-vous, on n'y peut rien. Les garçons qui sont pas là-dedans, les garçons qui trouvent ça idiot, les garçons qui aimeraient avoir d'autres types de relations avec les filles, quand ils voient ça, ah ben marche arrière toute. Ils comprennent bien que c'est pas ça qui est attendu pour être un vrai mec. Dans ce groupe de garçons que j'interviewais, il y en a un qui me dit, il était absolument infect, et je peux vous dire qu'en tant qu'intervieweuse, des fois, il faut rester zen. À un moment, il me dit, les filles, elles arrivent le matin, on leur touche les seins, c'est le bonjour, ça. Bien sûr, évidemment, je suis une fille, je sais de quoi tu es en train de me parler, tu me provoques, et tu sais que je ne peux pas te démonter la tête, même si j'en ai envie. Ok. Mais les autres garçons autour de lui, ils étaient morts de honte. Ils regardent par terre, ils regardent leurs chaussures, ils regardent dans les coins de la pièce. Ça leur fait vraiment... ils sont pas du tout à l'aise avec ça. Mais ils disent rien. Alors je me tourne vers un d'entre eux qui avait l'air de soupirer plus que les autres. Et je lui dis, mais vous êtes d'accord, vous, les filles, on leur touche les seins pour leur dire bonjour? Oh, il marmonne. Oh, ben non, quand même, on peut pas dire ça. Et le premier qui lui dit, ouais, mais toi tu dis ça parce que t'es un PD. Voilà, l'affaire elle était réglée. Ils sont pas d'accord, mais ils vont pas prendre le risque. Il y en a un qui a posé une norme de virilité délirante là tout là-haut, et les autres vont pas prendre le risque. Ils sont pas d'accord, mais le risque encouru par eux-mêmes est beaucoup trop grand. Par contre, si on laissait parler ces garçons-là, si on laissait parler ces filles-là qui sont pas d'accord, qu'on faisait taire les bruyants qui posent des normes de genre sur tout le monde, sur lesquelles tout le monde est supposé s'aligner, mais qui sont en fait des normes factices, si on faisait parler la majorité qui dit rien, ou au moins celle qui se pose des questions, parce qu'il y en a aussi qui se demandent si c'est vraiment la façon de faire, eh ben, on ferait émerger une parole qui n'est pas forcément minoritaire, qui est peut-être même, si ça se trouve, majoritaire, mais qui ne s'exprime jamais et qui ne peut rien dire. Et on va se mettre à restaurer peut-être de l'empathie, voire à instaurer de l'empathie pour certains, en s'apercevant que l'autre groupe, le groupe des filles, le groupe des garçons, le groupe des soi-disant filles qui aiment ça, le groupe des soi-disant PD, c'est des individus qui ressentent des choses, qui souffrent, et qui ne sont pas uniquement des supports de virilité ou des supports de probité. Je vous montre maintenant une petite vidéo qui montre une intervention dans un établissement, justement sur cette question de une fille en jupe. Première étape, un lycée professionnel dans le centre-ville de Rennes, loin des quartiers et des cités. Dans cette classe de 3e,
il y a une majorité de garçons, issus de tous les milieux sociaux. Julie est psychologue dans une association de prévention pour les jeunes. Aujourd'hui, elle vient parler de la jupe. Vous pouvez remarquer que les garçons ne sont pas tous pareils et vous notez ce que certains pensent et ce que vous pensez, d'accord? Et autrement, les regards que les autres filles, elles, ont sur les filles qui sont en jupe. Parce que vous avez des copines. Ce n'est pas la première fois que Julie intervient sur la question. La jupe cristallise des frictions, des affrontements entre filles et garçons. La preuve, quand on demande aux élèves ce qu'ils pensent de la jupe, voilà ce qu'ils écrivent. Donc expliquez-moi pourquoi vous pensez que oui, forcément une fille en jupe aujourd'hui, c'est pour attirer le regard et c'est pour draguer. Ouais, parce qu'il y a des filles qui sont cochonnes, il y a des filles qui sont... Il y a des filles qui sont cochonnes, c'est-à-dire Vraiment que le muscle là, il peut plus tenir. le muscle ne peut plus tenir. Moi je suis une fille, je porte pas de jupe pour les réflexions, les garçons et les regards plutôt déplacés. Ouais. Mais est-ce qu'une fille en jupe peut sortir et ne pas avoir d'attirance pour un garçon et ne pas avoir envie de le draguer? Ouais, c'est rare, hein. Mais bon, ouais, peut-être. On peut la trouver mignonne ou tout ça, mais sans que ce soit une pute ou une salope. Je sais pas, moi, ma femme va montrer ses cuisses à tout le monde. Je sais pas, c'est même pas de lui interdire, mais faut qu'elle se dans sa tête de savoir qu'il y a des gens qui ont des idées sur elle. Déjà, elle se respecte pas elle-même, et pas une pareille. Les garçons. Ah, il est exceptionnel, lui. Hein. Alors, là, on a plusieurs interventions tout à fait intéressantes. Alors, on a cette fille qui explique que pourquoi elle ne se met pas en jupe. Vous avez vu comment elle est maquillée? De mon temps, même pas je traversais le portail du collège maquillée comme ça. Et puis je n'aurais entendu des trucs autour de putes et salopes. Aujourd'hui, non. Ce maquillage passe. Le problème, c'est la jupe. S'il ne change pas, c'est qu'il y a un contrôle sur la tenue des filles et que la manière dont une fille s'habille est supposée donner des infos sur sa moralité et que les filles sont tenues d'avoir une moralité sexuelle. Ça ne change pas. Après, ça s'incarne dans la jupe, dans le maquillage, ou allez savoir quoi, dans 10 ans. Ensuite, vous avez 3 garçons qui interviennent. Le premier, il est tout à fait dans le cas où il utilise les filles comme support. Son but, c'est faire rire. Il fait l'andouille. Voilà. Il a des gens autour de lui qui lui servent de public. Il est assez drôle. Et le muscle, il peut plus tenir. Ouais, si ça se trouve, il y a des filles, elles veulent passer de lui, mais c'est rare. Enfin, voilà, il est drôle, les gens, ils rigolent. Je ne sais pas s'il pense ce qu'il dit. Je ne sais pas si lui-même, il sait s'il pense ce qu'il dit. Il a trouvé un truc qui fait rire et il fait le clown et il a un public et ça marche. Je pense qu'on peut réfléchir avec lui sur le fond de ce qu'il est en train de dire et on peut réfléchir avec ceux qui rient sur les raisons pour lesquelles il rit. L'autre garçon qui explique que si elle ne se respecte pas elle-même, il n'y a aucune raison de la respecter, qui a 11 ans et 30 kilos tout mouillé et qui dit ma femme, lui, il est en train de mettre un schéma en place très clair. Alors est-ce qu'il l'entend chez lui? Est-ce qu'il l'entend par ses frères? Est-ce qu'il l'entend autour de lui? Je ne sais pas où il va le chercher. Enfin si, j'ai des tas d'idées, mais je ne sais pas précisément où. Le fait est, lui, je pense ce qu'il dit. Et je ne suis pas sûre très honnêtement qu'après une intervention de ce genre, il va changer d'avis, il faut être lucide. Mais si au moins il entend que ça à l'école, c'est inadmissible. Les valeurs de l'école et les règles de l'école de la République, c'est pas ça. Et que quoi qu'il pense, ça on ne veut pas l'entendre à l'école et on ne veut pas qu'il le mette en œuvre, alors peut-être un jour il va réfléchir, mais au moins on a protégé ses cibles. C'est-à-dire c'est complètement l'inverse que d'envoyer les filles se rhabiller. On est en train de dire, ok, je sais que ces propos-là existent, mais ici on n'en veut pas. Et ils n'auront pas lieu de citer. Et ensuite le dernier garçon. Alors le dernier garçon, il dit ce qu'on aimerait entendre plus souvent, mais vous avez vu, il n'est pas fier quand il le dit. Un coup, il va se faire traiter de pédé, quoi, c'est clair. Donc, par contre, ce qu'il dit, vous avez vu au tableau, ça y était. C'est-à-dire, il n'a pas l'impression que sa parole est majoritaire, mais finalement, pute et salope, il n'y en avait pas plein le tableau. C'était un tout petit élément parmi des tas de choses comme belle, sexy, une jupe longue, c'est moche, une fille qui s'assume, etc., etc. Donc sa parole qu'il ose à peine dire, on s'aperçoit que finalement, quand on collecte anonymement le point de vue des gens, elle n'est pas si minoritaire que ça. C'est plutôt pute et salope qui sont minoritaires. Est-ce que j'ai encore du temps? Qui veille le temps? Alors, personne dont je me lâche. Je veux juste vous montrer un dommage collatéral pour faire le lien entre
discrimination sexiste, violence de genre et harcèlement moral. Hop. On va y aller de façon plus brutale. Je suis dans un lycée professionnel à Genève, dans un cours de français, où il y a une classe où il y a 2 fois plus de filles que de garçons, et cette classe travaille sur le roman Acide sulfurique d'Amélie Nothomb qui parle de télé-réalité. Le gros intérêt de cette histoire, c'est que dans cette classe, il y a des filles qui sont ultra compétentes et pointues en télé-réalité, qui pour une fois arrivent à investir leurs compétences dans le contexte scolaire. Ce qui leur arrive pas si souvent. Et donc la prof de français, elle arrive à mobiliser des gens sur le thème de la télé-réalité, mais sur un vrai texte littéraire, en utilisant des compétences assez inattendues. Bien. Donc c'est une classe, la classe participe beaucoup, abondamment, et parfois dans tous les sens, sur ce thème. Et moi je suis là pour observer, donc je suis dans un coin, plutôt dans le fond, et je m'intéresse assez peu à ce qui se passe dans l'échange principal de la classe, je m'intéresse plutôt à ce qui se passe en marge. Ce que l'enseignante ne voit pas, on ne verra qu'assez tard, mais pourquoi elle ne le voit pas? Parce que quand vous enseignez, si vous êtes obnubilé par ce qui se passe en marge de votre cours, vous ne pouvez plus faire cours. Vous êtes obligé de faire abstraction d'un certain nombre de choses, d'intervenir quand ça devient trop envahissant, mais si vous êtes obnubilé par ce qui se passe en marge, vous ne pouvez plus avancer votre cours. Vous n'entendez plus les bonnes ou les mauvaises réponses, vous n'êtes plus avec ceux qui travaillent, et vous perdez le fil de votre cours. Donc effectivement, c'est de la survie de ne pas entendre une partie de ce que je vais vous expliquer. Donc, pour comprendre à Genève, la migration qui est stigmatisée, c'est pas l'Afrique du Nord, c'est plutôt l'Amérique latine et le Portugal. Parce que les Arabes à Genève sont pas aimés non plus, mais c'est les émirs du pétrole. Vous voyez, c'est pas le même genre. Donc la migration stigmatisée, alors ça peut être aussi la Serbie, la Croatie et ces pays-là, suite à la dislocation de la Yougoslavie, mais sinon c'est beaucoup les populations d'Amérique latine et du Portugal. Bien. À un moment, il y a Mélissa qui va faire une plaisanterie à propos du cours en aparté à Marco. Marco va la répéter à voix haute et toute la classe va rire, y compris l'enseignant. C'est une plaisanterie sympathique. Ce qui est remarquable, c'est que Mélissa l'a pas fait elle-même. Dans toutes les classes que je suis allée observer, je travaillais sur l'humour en classe, j'ai jamais vu une seule fille faire rire la totalité de la classe. Rire entre elles, mais faire des plaisanteries pour le groupe classe, jamais. Et là, quand elle en a une, elle la délègue à Marco. Marco, qui a un peu une place de clown dans cette classe d'ailleurs. Et puis tous les deux, ils vont chahuter discrètement, ils ont l'air de bien s'entendre. Un peu plus tard, Marco a décidé d'aller embêter Sylvia. Et elle participe en classe et il lui dit « tais-toi ». Elle dit « quoi ? Tais-toi, sinon je vais dire un truc sur toi ». Et aussitôt, Sylvia fait « j'ai rien à me reprocher ». Elle a complètement capté le sens de la menace. Et aussitôt, elle essaie de s'en dédouaner, mais ça ressemble presque à un aveu. Donc, il va continuer. Et il va dire de manière répétée, Sylvia, elle frémit en faisant rouler le R. Ça saute aux yeux qu'il y a un sous-entendu sexuel. Mais frémit, c'est un mot qui est dans le dictionnaire. Il est correct, c'est pas une insulte, tout va bien. Et il va le répéter continuellement, et l'enseignante ne va pas intervenir. Donc, il va le dire 1 fois, 2 fois, 3 fois. Sylvia va lui dire « tais-toi », elle va grogner, il répète, finalement elle lui dit « ta gueule », il répète encore plusieurs fois, Sylvia elle est au top de l'exaspération, mais là l'enseignante intervient et elle note Marco et Sylvia au tableau, Sylvia parce qu'elle a dit « ta gueule » et Marco parce qu'il a parlé. Elle les met sur le même plan. Sylvia comprend bien qu'elle ne va pas avoir de soutien de ce côté-là. Pendant ce temps, le cours avance et il y a Juan qui a un accent très prononcé, tellement que parfois on a un peu du mal à comprendre ce qu'il dit, qui lève le doigt et participe très volontiers. Et il fait partie de ces élèves où quand il participe, ça ricane un peu, il y a des murmures. Et là, l'enseignante, alors aussitôt elle entre en matière, elle fait taire les gens, mais on a bien compris que l'accent de Juan, ça fait rire. D'ailleurs, Marco et Yvan vont être notés au tableau parce qu'ils se sont moqués de lui. Et par ailleurs, Marco va continuer à faire des sous-entendus à propos de Sylvia. Et à ce moment-là, Juan va donner une réponse vraiment pas intelligible, et Sylvia va dire avec mépris « Feu, c'était du portugais, ça ». Marco et Yvan ricanent, et l'enseignante exclut Sylvia parce que la remarque était raciste.
Et là, Sylvia va dire, pourquoi moi, il y en a d'autres qui font pareil sans arrêt. Carole va dire, putain, parce qu'elle est scandalisée de voir que Sylvia s'est fait virer, alors que Marco et Yvan, qui ont ricané à sa remarque et qui sont en train de chauffer Sylvia depuis un moment, ils sont toujours là. Et l'enseignante va noter Carole au tableau parce qu'elle a dit putain. Ça, c'est un dommage collatéral. C'est-à-dire que Sylvia, elle ne sait pas comment s'en sortir. Marco est en train d'attaquer sa moralité, il est en train de la mettre en danger, et si elle réplique, elle se fait noter au tableau. Marco, lui, il est malin. Il sait rester dans l'indiscipline qui est correcte. Il n'a pas dit putain, il n'a pas dit ta gueule. Vous voyez, il connaît la limite. Sylvia, elle le gère moins bien. Donc elle se fait noter et elle voit bien que l'enseignante ne vient pas l'aider. Par ailleurs, l'enseignante, elle a très bien compris qu'il y avait un sous-entendu sexuel, c'était inévitable. Est-ce qu'elle est complètement à l'aise pour rentrer en matière avec Marco en lui disant « Qu'est-ce que tu dis quand tu dis ça ?» « Moi, mais rien, dame !» Enfin, évidemment, on le voit venir à des kilomètres. Est-ce qu'elle a vraiment envie de discuter de ce sous-entendu sexuel ou de ce qu'il y a là-dessous? Est-ce qu'elle a vraiment envie d'exposer Sylvia? Elle est en train de faire cours, mine de rien. Est-ce qu'elle veut vraiment tout planter là, dans un cours qui marche bien, pour traiter le cas? Donc tout ça, elle est en train d'y réfléchir en continu tout en faisant cours. Donc ce qui explique que ça ne va pas être bien géré. Elle n'a probablement pas anticipé avant, enfin elle n'est jamais entrée en matière sur des choses comme ça. Donc Sylvia comprend que l'enseignant ne va pas l'aider, mais il faut à tout prix qu'elle arrête Marco parce que, 1, elle supporte plus, 2, on ne sait pas où il va finir. Donc, elle détourne l'attention. Elle détourne l'attention en tirant sur le bouc émissaire habituel, Juan, et d'ailleurs ça marche. Elle tire, les gens rigolent, et Marco et Yvan, son pote, ricanent aussi. Sauf que là, elle se fait exclure, parce que c'était raciste. Et effectivement, ça l'était. À la fin de l'heure, Marco, il discutait, il chahutait apparemment aimablement avec Mélissa. Et en sortant, il est toujours dans la classe, l'enseignante est en train de discuter avec quelqu'un d'autre, il fait à Mélissa, toi t'es une mini-pute. Mélissa, elle va rire, toi t'es une mini-pute, il le répète souvent, et Mélissa, elle rit. Si elle se fâche, ça veut dire qu'elle a insulté. Si elle rit, ça veut dire que c'est pas grave, et donc elle l'est pas. Et comme elle sait très bien que visiblement Marco a une espèce d'impunité envers l'enseignante, c'est pas la peine qu'elle pousse des hurlements. De toute façon, personne l'a entendu, les gens sont en train de sortir de la classe. Vaut mieux qu'elle rigole, elle reste pote avec Marco et elle va pas se retrouver dans la situation de Sylvia. À la fin de l'heure, je demande à l'enseignante, vous avez exclu Sylvia, je comprends, et pourquoi vous n'avez pas exclu Marco? Et elle me dit, mais Marco, je pourrais l'exclure à tous les cours. Quand j'arrive à le maintenir, je le maintiens. Elle n'a pas tort. S'il fait cours dans le couloir, il ne va pas apprendre grand-chose. Enfin là, on est sur l'échec scolaire, le décrochage, et zou. Bien sûr, c'est compliqué. Quand elle le garde, il se comporte comme ça, il le sait très bien, et il joue très très bien avec la ligne. Mais ce qu'elle ne sait pas, par contre, c'est pourquoi Sylvia a agressé Juan. Ça, par contre, elle l'a pas vu. Elle n'a pas vu l'enchaînement, parce que moi, j'avais que ça à faire. J'étais en train de regarder, et elle, par contre, elle l'a pas vu. Donc si je vous montre ça, c'est pour vous montrer comment une situation de violence de genre qui est en train de se mettre avec Marco, qui a décidé d'éditer les règles du jeu, peut dégénérer via une espèce de dommage collatéral pour réenquiller, pour harceler un bouc émissaire. Voilà, je vous remercie.